Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse, elle est multiple. Ceux qui prétendent défendre aujourd'hui la culture française en la rétrécissant à une culture, moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Bonjour et bienvenue pour ce 10e numéro de Terre de Sport, un numéro, Alexandre, où il va pas mal être question d'histoire du sport. Exactement, et pour commencer, on va vous faire découvrir un petit reportage que nous avons tourné dans un salon qui s'est tenu récemment à Paris. Puis nous allons vous faire découvrir les initiatives qui naissent petit à petit sur Internet par les supporters de football, mais aussi de basket. Mais avant, pour commencer, les brèves du sport. Raymond Kopa est mort, ce légendaire joueur de football des années 50 et 60 porta les maillots d'Angers, de Reims et du Real de Madrid. Il fut également international français. Ce petit gabarit d'1,68 m pour 68 kg qui évoluait au milieu de terrain aura remporté la C1, équivalent de la Ligue des Champions à 3 reprises en 1957, 1958 et 1959. Il remportera également 4 titres de champion de France et 2 titres de championnat d'Espagne. Il fut également élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 1958 en Suède. La même année, il sera sacré Ballon d'Or, distinction remise au meilleur joueur du monde de l'année. Raymond Kopa laissera le souvenir d'un joueur élégant tant dans son jeu que dans son style racé. Ça devait être la fête pour le PSG et l'émir du Qatar. Finalement, soupe à la grimace, pire, c'est l'humiliation. Le club de la capitale a échoué en 8e de finale de la Ligue des Champions. Après avoir remporté brillamment le match aller sur le score exceptionnel de 4-0, les joueurs parisiens ont perdu au match retour au mythique stade du Camp Nou en Catalogne sur le score tennistique de 6-1 face au FC Barcelone. Le Barça de Messi, Iniesta, Luis Suarez, Neymar et autres Piqué entrent pour sa part un peu plus dans l'histoire du football. Seuls 2 clubs représenteront la Ligue 1 en Coupe d'Europe, l'AS Monaco en Ligue des Champions qui a éliminé Manchester City après avoir perdu 5-3 au match aller, et l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas en Europa League qui s'est débarrassé de l'AS Rome. Et la soirée a décidément été rude pour de nombreux supporters de football. Parmi eux, un jeune supporter gabonais du PSG qui a tué l'un de ses camarades, fan de Barcelone, qui l'avait un peu trop charrié pendant la rencontre. Ces faits aussi tragiques qu'absurdes se sont déroulés dans la capitale Libreville. Et pour clore l'actualité du PSG, on relèvera que le club de la capitale a tout de même remporté sa 7e Coupe de la Ligue face à l'AS Monaco sur le score sans appel de 4-1. Maigre lot de consolation pour les dirigeants qataris et pour les joueurs aspirant au sommet européen. Toujours au rayon coulisses obscures du sport, une sinistre affaire de viol présumé agite le petit monde du rugby. Une jeune femme a en effet porté plainte le lendemain d'un match opposant l'Union Bordeaux-Bègles à Grenoble. Ce sont 6 joueurs du Grenoble Rugby qui ont été placés en garde à vue. Il s'agit de 2 Irlandais, 2 Néo-Zélandais, un Australien et Cocorico, un Français. Les faits présumés se seraient déroulés à l'issue de la défaite du club isérois. Les joueurs sont accusés par la plaignante de l'avoir droguée puis conduite de force à leur hôtel. Ils ont été mis à pied à titre conservatoire par leur club. Depuis, 3 des accusés ont été mis hors de cause. En attendant la suite de l'affaire et de savoir si des joueurs iront pointer en prison, le club pointe lui à l'avant-dernière place du classement. Rugby toujours avec le très critiqué projet de fusion entre les 2 clubs franciliens du Stade français et du Racing 92 pour la saison 2017-2018. Le lendemain de l'annonce, le mardi 14 mars, les joueurs du Stade français déposeront un préavis de grève pour demander l'annulation d'une telle fusion. 5 jours plus tard, ils obtiendront gain de cause. Nous sommes de passage pour un monstre de 134 ans qu'aujourd'hui on veut mettre à genoux. Je crois que nous, aujourd'hui, nous sommes... comme je l'ai dit, de passage, mais nous avons une mission. Moi, même s'il me reste 3 mois de joueur, je crois que j'ai une mission qui est importante, c'est de me battre pour ce putain d'écusson qui fait aujourd'hui que le Stade français est le plus grand club de France.
Roger Federer entre un peu plus dans l'histoire du tennis. Le Suisse a remporté son 91e titre ATP au tournoi sur surface dure d'Indian Wells en Californie. Le Suisse est le vainqueur le plus âgé du tournoi, mais aussi du circuit de la catégorie des Master 1000. Cette victoire intervient un mois après celle en finale de l'Open d'Australie, un des 4 tournois du Grand Chelem. Roger Federer est le 3e joueur de l'Air Open, le plus titré derrière le Tchèque Ivan Lendl et ses 94 titres, et l'Américain Jimmy Connors et ses 109 titres. Une course pour les Chrétiens d'Orient le dimanche 5 mars. Sur les plus de 38 000 personnes arrivées au bout des 21,097 km du célèbre semi-marathon de Paris, 3 000 couraient pour les Chrétiens d'Orient et 3 associations, SOS Chrétiens d'Orient, l'Aide à l'Église en détresse et Malte Liban. C'est une superbe nouvelle de voir autant de monde mobilisé. Il y a plus de 3000 coureurs mais aussi énormément de supporters. Donc on va nous voir et clairement il y a une super ambiance et on sent la motivation des gens. C'est évidemment beaucoup de jeunes et c'est vraiment incroyable de voir cette mobilisation pour les Chrétiens d'Orient. On est vraiment très heureux. Déjà la reconnaissance pour tous ceux qui ont organisé ça, c'est extraordinaire, je crois que vous voyez derrière moi. Ensuite, la preuve que notre pari de départ était juste, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se lève pour mobiliser sur les Chrétiens d'Orient en France, on retrouve la vocation de notre pays et on voit bien que c'est une mobilisation populaire extraordinaire qui dépasse même certaines causes. Donc je crois qu'on voit à quel point nous mobiliser et le soutien que chacun peut nous apporter porte des fruits assez immédiatement. L'état d'esprit il est enthousiaste, même si la course a été vraiment très difficile. On a eu une pluie glaçante pendant tout le semi-marathon, pendant 21 km. Mais on avait les supporters qui nous soutenaient de toute leur force et avec leur voix et c'était vraiment exceptionnel. Et je crois qu'on a vraiment tous offert tout ça pour les Chrétiens d'Orient et c'était quelque chose de fort. C'était beaucoup plus dur que l'année dernière par rapport aux intempéries, mais franchement, je pense que ce semi portera encore plus de fruits étant donné qu'on a encore plus souffert. L'archevêque syriaque catholique de Bagdad, Monseigneur Abba, de passage à Paris, est venu bénir les coureurs avant que ces derniers s'élancent dans les rues de Paris. Du côté des professionnels, ce sont des Kenyans qui ont remporté la mise avec Maurice Gachaga en 1h38 chez les hommes. Chez les féminines, c'est sa compatriote Ruth Chepengetish qui l'a remporté en 1h08 Antoine, le premier coureur arrivé pour les Chrétiens d'Orient, a bouclé son semi en 1h18. Et un mois après le semi-marathon de Paris, c'était au tour du marathon de Paris. Dimanche 9 avril, le beau temps a accompagné 57 000 coureurs partis depuis les Champs-Élysées. Chez les hommes, c'est le Kenyan Paul Lanyangata qui est arrivé en tête en un peu plus de 2h06 devant 2 de ses compatriotes. Et chose exceptionnelle, Purity Rionoripo, la gagnante chez les femmes, est également l'épouse du vainqueur. Elle a couru le marathon en un peu moins de 2h21. Elle a donc établi un nouveau record sur cette course mythique de Paris. Viennent compléter le podium chez les dames une autre Kenyane et une Éthiopienne. Finale 100% française en FIBA Europe Cup. Les équipes de basket de Chalon-sur-Saône et de Nanterre s'affronteront pour remporter la compétition. Une épreuve continentale qui est la 4e compétition d'Europe. Rendez-vous le 19 avril pour la finale. Le Britannique Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Chine à Shanghai pour son écurie Mercedes. Derrière lui arrive l'Allemand Sebastian Vettel pour Ferrari. Le Néerlandais Max Verstappen, parti de la 16e place, atteindra tout de même la dernière marche du podium pour son écurie Red Bull. Et du cyclisme pour finir, la classique Paris-Roubaix a été remportée par le Belge Greg Van Avermaet de la BMC Racing Team, suivi du Tchèque Zdeněk Štibar. Pour la Quick Step, le Néerlandais Sébastien Langeveld prend la 3e place. Cette 115e édition a réuni jusqu'à 2,5 millions de téléspectateurs. C'était la dernière du champion belge Tom Boonen, âgé de 36 ans, qui a fini 13e sur cette course qu'il avait gagnée 4 fois en 2005, 2008, 2009 et 2012. Et maintenant, Alexandre, on va faire un détour par le sport automobile. Un détour par le sport automobile, mais par le salon Rétromobile plus précisément. Un événement qui se tenait récemment à Paris et pour lequel nous avions emporté une petite caméra. On vous propose tout de suite de regarder notre sujet. 118 000 visiteurs, 500 véhicules exposés, 550 exposants sur 60 000 mètres carrés de surface. Comme chaque année depuis 1976, l'édition 2017 du salon Rétromobile fut un succès.
Les voitures anciennes font toujours rêver et tous les constructeurs les plus connus d'hier et d'aujourd'hui ont répondu présent porte de Versailles. Si Ferrari jouit comme lors de chaque salon automobile d'une cote de popularité très importante auprès du public, la marque au cheval cabré est encore un peu plus mise en avant qu'à l'accoutumée puisque 2017 marque tout simplement son 70e anniversaire. C'en est trop pour certains amateurs qui succombent à la tentation et s'offrent l'un des modèles d'occasion mis en vente. Que serait Ferrari sans la course automobile? Le géant italien ne s'y trompe pas et expose de nombreux modèles ayant fait sa légende sur les pistes du monde entier, comme la 166 MM qui remporta les 24 heures du Mans en 1947, les monoplaces des pilotes Alberto Ascari, Giuseppe Farina ou George Osborne et bien d'autres encore. McLaren, Tyrrell, Surtees, Brabham, les autres constructeurs ont eux aussi compris que les voitures de course étaient incontournables. On peut ainsi en voir aux quatre coins du salon. En plus d'en mettre plein les yeux, elles permettent de beaux moments de transmission entre les générations. Les anciens pouvant raconter aux plus jeunes qu'il y avait une vie avant Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. Si le sport tient une place non négligeable dans le salon, Rétromobile s'adresse à tous les publics et toutes les sensibilités. Alors que la France commémore le centenaire de la Première Guerre mondiale, plusieurs chars de l'époque étaient présentés comme le Schneider CA1 ou le Saint-Chamond, utilisé avant l'arrivée du Renault FT17, le char de la victoire. Les véhicules militaires sont également représentés par le camion Dodge de l'US Navy, datant de la Seconde Guerre mondiale. La fameuse Jeep a quant à elle droit à une présence particulière avec des modèles réduits à pédales destinés aux enfants. En arpentant les allées de Rétromobile, les visiteurs peuvent évidemment tomber sur les constructeurs les plus célèbres. Si les Alpines sont présentes en nombre lors de cette édition, Bugatti, Mercedes, Aston Martin ou encore Porsche ne sont pas en reste. Les fameux autocars Berlier sont également de la partie. Les amateurs de deux roues ne sont pas oubliés, plusieurs modèles de motos sont en effet exposés, notamment une Indian, marque qui a fait son retour dans le commerce en 2004 après près de 50 ans d'absence malgré quelques tentatives de relance. Le monde de la voiture ancienne a de nombreux dérivés ayant aussi leur place à Rétromobile. Le public a ainsi l'occasion d'acquérir des modèles réduits, notamment des Dinky Toys, mais les bricoleurs peuvent aussi acheter des pièces et des outils pour restaurer tout type d'engins mécaniques. Le salon est aussi l'occasion de rencontrer quelques personnalités, qu'ils soient anciens pilotes, écrivains ou dessinateurs, et d'obtenir quelques précieuses dédicaces. Le rendez-vous est immanquable pour les magazines spécialisés. Les titres British Motors ou Auto Plus tenaient ainsi des stands avec de nombreuses animations. À Rétromobile, le public ne s'ennuie pas. Si le rythme d'un salon par an pourrait paraître élevé, l'édition 2017 a attiré plus de monde que l'année dernière. Alors rendez-vous du 7 au 11 février 2018 pour un succès assuré. Et maintenant, Alexandre, on va rester dans le rétro, mais on va parler archives, Internet et évidemment sport. Exact. Alors, beaucoup d'amateurs de sport s'accordent pour dire que le sport moderne, business, est un petit peu dégueulasse. Hein, tu es d'accord avec moi? Donc, des initiatives se créent un petit peu partout pour retracer l'histoire de leur discipline favorite, notamment en football et en basket. On regarde ça tout de suite. Vous êtes amateur d'un sport ou d'une équipe depuis de longues années, les résultats actuels ne sont plus forcément aussi bons qu'autrefois, vous pensez que le monde du sport professionnel était mieux avant, alors les sites internet de sport rétro sont faits pour vous. Depuis plusieurs années, se développent en effet un peu partout sur la toile de véritables archives du sport. Des fans bénévoles et passionnés récupèrent et diffusent coupures de presse, photos et vidéos marquantes et connaissent un grand succès. Le football est sans doute la discipline la plus fournie. Des initiatives de la sorte naissent en effet autour de nombreux clubs français. De Paris à Rennes, en passant par Saint-Étienne, Lens ou Marseille, des trésors refont surface régulièrement. Sur Archive Paris Football, mais également sur Paris Canal Historique, les supporters du PSG peuvent retrouver résumés et photos de tous les matchs disputés par leur club depuis sa fondation en 1970. Si Zlatan Ibrahimovic prétendait que le club de la capitale n'était rien avant son arrivée, c'est qu'il ne connaît pas Safet Suzic, Carlos Bianchi, Rai, Ronaldinho ou encore Paoletta. Des joueurs dont les anciens du Parc des Princes, notamment ceux n'ayant plus le droit d'y entrer, n'oublieront jamais le nom.
Sur rougemémoire.com, les amateurs du Stade Rennais retrouveront quant à eux le bilan saison par saison depuis la montée du club en première division en 1994. Sur RCL Vidéo Archive, moins de texte mais des vidéos des plus grands moments du Racing Club de Lens, de son succès 6-0 contre la Lazio de Rome en 1977 à son exploit contre Milan en 2002, en passant par ses titres dans le football français. Certains n'ont pas de site mais animent des pages Facebook ou des comptes Twitter extrêmement riches en informations et comptant parfois plus de 10 000 followers. C'est le cas de OL Canal Historique, consacré à l'Olympique Lyonnais, qui vous fera revivre les plus belles heures de Grégory Coupé, Juninho, Fleury Dinello ou encore Bernard Lacombe. Pas de jaloux en Rhône-Alpes, puisque les amateurs des Verts de Saint-Étienne peuvent se régaler sur ASSE Memories, via les réseaux sociaux, mais aussi sur YouTube. La passion engendrée, entre autres, par l'épopée européenne de 1976 ne s'effacera sans doute jamais et les souvenirs sont bien gardés. Les clubs moins connus du grand public ne sont pas en reste. La page Stade Brestois 1950, consacrée comme son nom l'indique au club breton, a d'ailleurs récemment eu les honneurs d'une radio régionale, preuve de l'intérêt croissant porté à l'histoire du football. Impossible d'être exhaustif sur ces initiatives, restez attentifs à ce qui se passe sur le net et peut-être même que vous aurez vous-même envie de vous lancer dans un tel projet. Dans un autre registre, le forum footnostalgie.com compte plus de 2300 membres qui échangent anecdotes, photos et informations sur l'histoire du foot. Une adresse idéale pour ceux qui s'intéressent au ballon en général et pas uniquement à un club. Le football n'est évidemment pas le seul sport dont l'histoire est racontée par ses amoureux et le basket s'en tire à bon compte. Deux adresses sortent du lot, B-Ball Channel et Basket Rétro. Basketball Channel vous fera oublier votre télévision, ils sont en effet disponibles d'une quantité inimaginable de vidéos, que ce soit des matchs en intégralité, commentés parfois par l'inénarrable Georges Eddy, ou bien des documentaires, mais aussi des interviews et même des publicités anciennes. Chacun y trouvera son compte, puisque le site traite de tous les baskets, qu'ils soient français, européens, américains ou internationaux. La même politique est appliquée sur l'autre site de référence français, basketretro.com. Complémentaire de B-Ball Channel, Basket Rétro propose des articles sur des événements, des matchs, des joueurs et tout ce qui a marqué l'histoire de ce sport. Les stars de la NBA figurent en bonne position, mais tous les baskets sont mis à l'honneur. En bon chauvin, nous vous recommandons l'article consacré à la semaine des As 2008, où le jeune Nando De Colo a fait parler de lui et permis à son équipe de Cholet de remporter le tournoi. On ne se doutait pas à l'époque qu'il serait désigné meilleur joueur de l'Euroleague et deviendrait le leader de l'équipe de France quelques années plus tard. Malheureusement, le rugby n'a pas encore la chance d'avoir un tel support, même si l'on va suivre attentivement l'avenir du blog Les Archives de Serge. Un autre blog, archivesdutennismasculin.com, réalise un gros travail, mais mériterait lui aussi davantage de professionnalisation. Pour les anglophones, amateurs de sport automobile, foncez vers F1 Archives sur Facebook et YouTube. Les mauvaises langues diront qu'il s'agit pour l'heure du seul moyen de voir un pilote français sur la plus haute marche d'un podium. Le sport rétro plaît quoi qu'il en soit de plus en plus et a donné des idées à quelques commerçants. Des boutiques en ligne proposent en effet des répliques de maillots portés il y a plusieurs décennies par des clubs et des sélections nationales. Un temps où les maillots de foot notamment n'avaient pas forcément de sponsor. Cette volonté de ne pas oublier le passé est aussi ce qui nous motive dans Terre de Sport à revenir chaque mois sur les origines et les grands noms d'une discipline à travers notre rubrique Disco Ball, et nous comptons bien continuer pour l'amour du sport et le respect des anciens. On va maintenant se tourner vers d'autres horizons avec un sport mêlant les règles du rugby et du free fight. Alors en effet, c'est un reportage qui nous vient de nos confrères de Languedoc Info, qui est un média régional et qui porte sur la soule. Donc c'est un sport extrêmement violent. Chacun pourra se faire son idée. Je rappelle, au sol, on peut frapper que le mec qui a la balle. Alors à la fin, c'était mieux déjà, tout le monde faisait beaucoup plus attention. Faites bien attention. Faites bien. Genou à terre, est-ce qu'on est considéré comme étant au sol? Non. Ok. Et pas sur le dos. Est-ce que tu peux te relever et tout, quoi.
Donc quand vous êtes on frappe pas les mecs au sol, sauf le mec qui a la balle. Quand vous tapez un mec au sol, assurez-vous bien qu'il ait la balle, quoi. Ça évite les histoires derrière. Allez, Bibi! Allez, derrière toi! Ça joue, ça joue. Ouais, il s'est planté, ça joue. Pas de frappe dans le dos. Alors effectivement des fois là, entre là et là, c'est sûr que dans la bagarre, on voit pas. Quand je vois ça dans la bagarre, je vois que le mec vise là, que ça tape là, que le mec bouge, j'arrêterai pas, sinon j'arrête chaque seconde. Par contre si j'en vois là, maintenant tout le monde est bien au courant et tout, qui arrive sciemment, bam et tout, il sera sorti un quart de temps quoi. Ok ? Pas l'étranglement, ça j'en ai pas trop vu. Faites attention aux arrachages de casque. Voilà, c'est vrai que des fois on a tendance à s'accrocher, machin et tout. Faites bien attention à ça. C'est vraiment important quoi. Voilà. Dégagez le ballon! Allez, au pied! Dégagez le ballon! Allez, loin! Vous vous rappelez, pas de frappe sous le genou. Alors c'est sûr, des fois on met un coup de pied, le mec court, du coup il est plus loin, du coup la frappe elle arrive plus en bas, etc. Faites bien attention à ça. De toute façon, d'un point de vue extérieur, je vais vous dire, vu comment le terrain est détrempé, les coups de pied ça commence à devenir plus dangereux pour vous que pour les autres. Quoi. Voilà, ouais! Voilà, vas-y! Alors j'ai vu des coups de coude les gars, maintenant Moi perso j'en ai pas vu. Moi si je vois, pareil maintenant les coups de coude, si je vois, tout à l'heure j'ai pas vu. Moi tu sais je me concentre sur la balle. Je vois pas les autres mecs, comme tout le monde peut se battre partout, je peux pas voir s'il y a d'autres trucs derrière quoi. Mais moi si je vois ça, ce sera pareil. Ce sera un carton. Ok? Si je le vois bien fait sciemment quoi. D'accord? le carton. Voilà. Allez, c'est quand que tu fais pour tout. Les mecs, retour au contact. Ça va mieux là? Merci. Attends. Douboule. J'aurais dû arrêter la clope il y a 20 ans, c'est tout. Non, c'est intéressant. C'est très ludique. Et ça défoule. Un peu plus que le rugby. Vous reviendrez? On va discuter un peu règle. C'est probable. Viens Philippe, gagne du temps, c'est comme les Italiens. Allez les balles. Et comme toujours, on va finir cette émission par notre rubrique historique Disco Ball avec un épisode un petit peu particulier. En effet, un peu particulier puisqu'on va parler de l'histoire du sport et de l'armée. Le sport et l'armée qui ont toujours été assez liés. On en parle souvent en ce moment avec le biathlète Martin Fourcade, qui est le grand champion français du moment, mais ce n'est pas le premier. Reportage. L'activité militaire a toujours nécessité une bonne santé physique et les grands soldats, comme les grands athlètes, sont souvent des hommes aux capacités surhumaines ou au moins des sportifs surentraînés et aguerris. Déjà dans l'Antiquité gréco-romaine, l'oplidromos, la course de soldats ou encore la course en armes étaient considérés comme de parfaits entraînements pour les guerriers. Longtemps apparenté à une distraction, le sport mettra du temps avant de devenir une discipline quasiment intégrée à l'entraînement militaire. Les points de jonction entre sport et art de la guerre sont omniprésents, endurance, résistance à des conditions climatiques critiques, force, agilité ou encore précision, mais surtout rigueur. Comme dans le sport, un équilibre doit se faire entre la capacité individuelle à se dépasser et la nécessité de l'équilibre collectif. La connaissance de soi, de ses limites, mais aussi la capacité à évoluer en groupe sont des prérequis indispensables à l'activité militaire
et que l'on retrouve dans bien des activités sportives. Et pourtant, les connexions directes entre armée et sport seront très tardives. C'est seulement en 1974 que le général Bijard, ancien des gardes d'Indochine et d'Algérie, devenu secrétaire d'État à la Défense nationale, qui imposera un footing par semaine dans les régiments. Aujourd'hui, la pratique sportive est devenue extrêmement importante dans l'armée française et chaque année, les soldats sont testés avec le CCPM, le contrôle de la condition physique militaire. Parmi les activités pratiquées, outre les sports collectifs et la course, les sports de combat prennent également une place importante. En effet, même si les armements se sont largement modernisés au cours des dernières années, la possibilité de devoir faire face à un corps à corps demeure évidemment envisagée et surtout la nécessité d'immobiliser un personnel, notamment dans le cas des plans Vigipirate est bien souvent le quotidien des soldats. Sur les théâtres d'opération comme l'Afghanistan, les soldats sont amenés à porter 40 kg de matériel sur le dos pendant parfois de très longues heures et sous de très chaudes températures. Il est donc nécessaire que les personnels militaires soient suffisamment aguerris pour faire face et ne pas subir. Le rapprochement du sport élite et de l'armée peut être facilement illustré par la présence de 37 militaires aux Jeux Olympiques de Rio de 2016 parmi les 396 représentant la France. Ces derniers étaient présents dans 16 disciplines différentes. Parmi eux, on retrouve notamment le médaillé Florent Manodou, victorieux de l'argent après avoir eu l'or au JO de Londres en 2012. Mais ce que ne sait pas souvent le grand public, c'est que ce nageur est aussi maréchal des logis au 68e régiment d'artillerie d'Afrique de la Valbonne. Sans conteste, le plus grand champion militaire français est pour sa part toujours en activité. Il s'agit du biathlète Martin Fourcade, vainqueur de 11 championnats du monde et 2 médailles d'or olympiques, mais aussi de 63 victoires en épreuve de Coupe du Monde. Il est également rattaché à l'école militaire de haute montagne de Chamonix avec le grade de sergent. Il est en outre membre de l'équipe de France militaire de ski. La fin du service militaire aura eu cela de bon qu'elle a permis une professionnalisation des personnels et d'une certaine manière de favoriser l'avènement de soldats souvent plus affûtés. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 10e numéro de Terre de Sport. On vous invite à mettre un petit pouce bleu sur YouTube, ça nous aide pas mal. Et peut-être que si vous faites ça, on vous emmènera en Amérique le mois prochain. N'hésitez pas à partager le contenu de cette émission. N'hésitez pas à nous faire connaître sur les réseaux sociaux ou à vous inscrire à notre page Facebook si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. À très bientôt. Ciao!